parler de l'efficacité des solutions à la source pour le traitement des micropolluants dans les eaux pluviales, donc, et qui vont vous faire état des résultats qu'on a obtenus dans le cadre d'un programme donc, financé par l'OFB et par l'Agence de l'eau RMC sur le traitement des micropolluants. Donc moi je suis professeure à l'INSA de Lyon, je travaille dans un laboratoire déchets, eau, environnement, pollution. Je suis également membre de l'OTU et d'ailleurs le programme dans lequel, dont je vais parler a été intégré dans le cadre de l'OTU et je suis également co-animatrice d'une école universitaire de recherche qui se monte actuellement, qui est H2O Lyon, dont on reparlera probablement cet après-midi. C'est je dirais un secret pour personne maintenant que les eaux pluviales ont été gérées pendant de nombreuses années et continuent à être gérées par des réseaux. L'urbanisation se densifiant et s'étendant de plus en plus, on a cette concentration dont Élodie a parlé ce matin. Donc concentration des flux d'eau et concentration également des flux polluants. On est passé finalement d'une gestion des eaux assez naturelle où on avait de l'infiltration, enfin quand on pouvait infiltrer évidemment, où on avait de infiltration de subsurface, infiltration de surface et infiltration profonde, et où en gros les phénomènes prépondérants étaient l'évapotranspiration et cette infiltration, avec très peu de ruissellement. Et on est passé avec la ville, avec l'urbanisation, à un principe majeur qui est un écoulement de l'eau en surface, donc avec beaucoup moins d'évapotranspiration et avec une limitation considérable de l'infiltration. Donc, diminution de l'infiltration et donc diminution de l'alimentation des nappes, diminution de l'évapotranspiration et de l'évaporation, donc qui peut jouer un rôle tout de même, notamment en cas de forte chaleur, l'évapotranspiration contribuant à lutter contre les îlots de chaleur urbains, et une augmentation du ruissellement. Donc, on est confronté à des différents problèmes, donc on a évoqué aussi à des inondations de plus en plus fréquentes, à des pollutions des milieux récepteurs, et c'est ce dont on va parler plus spécifiquement ce matin, et également à des impacts géomorphologiques, comme des incisions de rivières ou de ruisseaux, qui sont assez dommageables aussi pour l'écologie des milieux récepteurs. Donc, l'idée, c'est de retrouver des fonctionnements plus naturels en milieu urbain. Donc, en essayant de mener une politique qui consiste à déconnecter les eaux, autant que faire se peut, des eaux du réseau, en retenant, stockant l'eau, retardant, donc avoir des dynamiques beaucoup plus lentes de manière à pouvoir les traiter au cours de ces dynamiques, en infiltrant évidemment l'eau, en favorisant l'évapotranspiration et en promouvant une gestion intégrée à l'aménagement. Donc, c'était les petits schémas que vous avez présentés, Élodie. Donc, on est aujourd'hui, et maintenant depuis quand même pas mal de temps, sur des solutions qui sont alternatives. Alors, avec deux grandes familles. Une famille de solutions alternatives centralisées, que sont par exemple les bassins d'infiltration, les jardins de pluie, les terrains de foot perméables, donc des systèmes de rétention et d'infiltration, et qui peuvent promouvoir l'évapotranspiration s'ils sont végétalisés, et à l'autre bout, des gestions beaucoup plus à la source, avec des tranchées, des noues, des jardinières de pluie, des fosses d'arbres qui infiltrent, etc. Donc, c'est ces deux systèmes, nous, qu'on s'est proposé de suivre d'un point de vue du traitement de la pollution. Ces deux grandes familles. Donc, aujourd'hui, les collectivités territoriales développent tout un tas de programmes. La ville perméable de Lyon n'est pas la seule en France. De nombreuses collectivités, alors aussi bien en France qu'à l'étranger, développent cette idée de reperméabiliser ou de désimperméabiliser ou de rendre aux surfaces un fonctionnement plus naturel. Et ceci pour lutter contre les inondations, mais également pour lutter contre la pollution. Donc, depuis les années 80, et lutter contre la concentration des flux d'eau par lessivage et par réseau qui induisent
qui ont des conséquences non négligeables sur les milieux récepteurs. Aujourd'hui, là, pour juste quelques chiffres, l'Agence européenne de l'environnement repointait il y a quelques années le fait qu'on est encore qu'à 30 ou 40% de cours d'eau qui sont en bon état écologique ou même en bon état chimique. Avec des très fortes suspicions de pollution un peu chronique qui viennent de la pollution diffuse et notamment de la pollution par les eaux pluviales qui déclasse la qualité des ruisseaux. Donc, sur la pollution des eaux pluviales, c'est pas d'aujourd'hui qu'on se préoccupe de cette pollution. Dans les années 80, on a beaucoup travaillé sur la question des macropolluants. Donc, on a vu beaucoup d'études, notamment sur les systèmes de réseau. Ce qu'on trouvait dans le rejet urbain de temps de pluie à l'exutoire des réseaux unitaires ou des réseaux pluviales. On a beaucoup travaillé sur les macropolluants, donc les matières en suspension, la matière organique, des BO, des CO, et puis les nutriments, azote, phosphore, etc., qui contribuaient à l'eutrophisation des milieux. Et puis, un petit peu plus récemment, dans les années 90-2000, on a commencé à se préoccuper des polluants qui, à des faibles doses, pouvaient avoir des impacts environnementaux et des impacts sanitaires. Et c'est ce qu'on appelle évidemment les micropolluants. Et on voit qu'ils jouent aujourd'hui un rôle de plus en plus important, en tout cas, ils sont de plus en plus étudiés dans le domaine de la recherche. Donc, on les a beaucoup étudiés sur les réseaux, on les a beaucoup moins étudiés sur ces systèmes alternatifs, et c'est ce dont on va parler. Juste pour vous refaire un point sur les micropolluants. Donc, les micropolluants qu'on trouve en milieu urbain et qui sont susceptibles d'être lessivés ou entraînés sont des micropolluants qui sont liés évidemment aux matériaux de constitution de la ville, qui sont liés à nos usages, à la circulation automobile, à l'industrie, au chauffage urbain, à la présence de végétation, au traitement de la végétation, etc. Et on retrouve principalement, en tout cas c'est ce qu'on trouvait dans la littérature quand on a commencé à travailler sur Micromégas, on trouvait beaucoup de métaux, des éléments traces métalliques, des hydrocarbures, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques, vous savez, qui sont des résidus de combustion d'hydrocarbures et qui sont liés à l'automobile, au chauffage urbain, etc. Des pesticides, des alkylphénols, bisphénol A, etc., qui sont des substances qu'on retrouve un petit peu dans toutes les constitutions de matériaux, phtalates aussi, constitutions qui sont des plastifiants, des adjuvants qu'on va trouver dans les matériaux de voirie, de trottoirs, voilà. Et puis des PBDE, donc qui sont des retardateurs de flammes, et beaucoup d'autres. Mais les principaux sont ceux que je vous inscris sur la diapo, c'est ceux qu'on a plus particulièrement étudiés. Donc, ce que l'on savait de la pollution des eaux pluviales, c'est que c'est une contribution qui peut être significative, un apport significatif de micropolluants, et notamment une contribution à la pollution diffuse, parce que les sources de contaminants sont multiples. Et quand on a des entraînements par des réseaux, on draine des grandes surfaces, et les volumes en jeu sont très importants, et donc les masses de polluants, les quantités de polluants qu'on va pouvoir rejeter peuvent être aussi importants, et donc avoir des incidences lors de fortes pluies. Enfin, lors des pluies, même tout court, pas que des fortes pluies. On a des concentrations qui sont très variables d'un site à l'autre, et sur un même site qui sont très variables d'un événement à l'autre, et même au sein d'un événement. Donc ça ne nous arrange pas parce qu'on a du mal à définir des valeurs guides pour les bureaux d'études, puisqu'on a des gammes qui sont très, très importantes. Et le dernier constat que l'on pouvait faire, c'était que cette pollution était plutôt sous forme particulière, notamment pour ce qui est des métaux et métalloïdes, pour les HAP, les hydrocarbures, et pour les retardateurs de flammes bromés. Mais on avait quand même certaines substances qui étaient sous forme dissoute, notamment les pesticides ou le bisphénol A, par exemple. Mais tout simplement, ça nous intéresse en fait de connaître ces formes sous lesquelles ils se trouvent parce que on va pouvoir les arrêter de manière différentielle suivant qu'ils sont particuliers ou dissous. S'ils sont particuliers, on va pouvoir les arrêter par décantation aussi parce que cette pollution particulière est fortement décantable.
Elle est fine mais fortement décantable. Mais la pollution dissoute, qui peut, elle, être absorbée aussi au travers du sol, peut être filtrée par le sol, est beaucoup plus mobile potentiellement. Donc, ces formes sur lesquelles on les trouve, ça nous intéresse particulièrement. Alors, le projet Micromégas, maintenant j'en viens au cœur du sujet, les résultats qu'on a obtenus dans ce programme. Donc la question, c'était est-ce que les systèmes alternatifs sont efficaces vis-à-vis du piégeage des micropolluants? Et on avait couplé ça à une deuxième question qui était est-ce que les systèmes à la source sont plus efficaces que les systèmes alternatifs centralisés? Donc pour ça, on a fait de l'expérimentation, enfin de l'observation dans le cadre avec des sites qu'on a observés dans le cadre de l'OTU. Donc on a fait de l'observation, de l'expérimentation sur un gros bassin de retenue. Donc c'est un bassin qui est alimenté par un réseau pluvial d'une zone qui est essentiellement industrialisée, mais les eaux qui rejoignent ce bassin sont des eaux de voirie, de toiture, enfin tout ce qu'il y a de plus urbain et classique. C'est un bassin versant qui a à peu près 185 hectares, imperméabilisé à plus de 70%, coefficient d'apport 35%, donc un gros système. Alors ce système, c'est un premier compartiment qui ensuite se rejette dans un bassin d'infiltration. Mais nous, on a étudié uniquement ce premier compartiment qui était supposé être un compartiment qui permettait de dépolluer les eaux. Donc, on a regardé l'efficacité de ce dispositif imperméabilisé avant rejet dans un système d'infiltration. Donc, ça, c'est pour le système centralisé. Pour les systèmes décentralisés, on a fait des mesures sur 3 systèmes. Donc, un système de noues, un système de tranchées en granulat et une chaussée à structure réservoir qui présente une surface drainante. Alors, donc on a fait des mesures à la sortie de ces dispositifs, des mesures de débit, des mesures de prélèvement d'eau, des mesures de pluie, évidemment, d'intensité de pluie, des mesures des prélèvements qui ont été des prélèvements où on a obtenu des concentrations moyennes événementielles. Donc, ça veut dire des prélèvements qui sont asservis au débit. Et pour comparer ces sorties, on a travaillé également à les comparer à des références. Donc, pour le bassin de retenue, on a comparé les concentrations à la sortie, on verra les masses aussi, on les a comparées aux quantités ou aux concentrations qui rentraient. Donc, issues d'un bassin, d'un réseau d'eau pluviale. Donc, on avait du coup, en termes d'efficacité, la mesure avec et sans bassin de retenue. Donc, à la sortie d'un réseau séparatif classique et à la sortie d'un bassin de retenue. Et pour les systèmes à la source, comme c'est très compliqué de prélever des eaux en entrée, parce que comme il y a très peu d'eau, on n'en a plus en sortie, donc il faut avoir une autre vision, et donc on a introduit la notion de zone de référence. Et la zone de référence, c'est un parking imperméable traditionnel en béton bitumineux. Donc on compare les sorties de ces dispositifs aux sorties qu'on aurait avec un parking imperméable. Donc là aussi, c'est avec ou sans dispositif à la source. Excuse-moi Sylvie, j'ai pas mes petits cartons, il te reste juste 7 minutes pour finir ta présentation. Bon. Donc les familles étudiées, ce sont les familles donc, des HAP, des pesticides, des PBDE, des alkylphénols et des métaux. Et les principaux résultats. Alors les principaux résultats, si on regarde en entrée des bassins de retenue ou bien ce qu'on observe sur les parkings imperméables, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une présence avérée de toutes les familles de micropolluants qu'on avait identifiées au départ. En concentration, les eaux sont chargées sans surprise en métaux et en HAP de manière assez forte, notamment avec certaines substances qui dépassent les normes de qualité environnementale en concentration. Les eaux sont peu chargées en pesticides, en alkylphénol et en retardateurs de flamme. Cependant, elles sont souvent présentes. Elles sont tout le temps présentes à des quantités faibles. Certaines sont des perturbateurs endocriniens et on sait que c'est parfois pas la dose qui fait le poison, donc on peut avoir des soucis. Mais ceci dit, on a des concentrations qui sont moindres et dans nos observations, la gamme de concentration
obtenus sont plutôt dans la frange moyenne à basse. Les concentrations sont plutôt plus élevées en moyenne en entrée du bassin de retenue, donc sur le système centralisé, que sur les systèmes décentralisés. On observe aussi que toutes les substances sont bien, comme on l'avait déjà évoqué, ne sont pas toutes particulières. Un certain nombre sont effectivement pesticides, bisphénols, et une partie des alkylphénols peuvent être aussi avoir des parties dissoutes importantes, donc beaucoup plus mobiles. En termes d'efficacité, on a regardé les efficacités en volume, donc l'aptitude d'un dispositif à intercepter de l'eau et à ne pas le rendre à l'exutoire, une efficacité en termes de concentration, donc entre une entrée et une sortie, ou une référence et une sortie, donc qui mesure l'aptitude à traiter, l'aptitude de ces dispositifs à traiter par des processus internes les polluants, et une efficacité en termes de masse, qui est en gros l'aptitude à limiter les rejets polluants, donc les quantités qu'on va rejeter. Première conclusion, c'est que l'abattement des volumes est un premier levier efficace pour dépolluer. Quand on regarde ici, vous avez ici les abattements volumiques avec les différents dispositifs, les noues, la tranchée, la chaussée réservoir et le bassin de Django-Reinhardt. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les systèmes qu'on a étudiés, la noue, la tranchée, etc., ont été étanchés en fond pour pouvoir récolter les eaux. Donc, en fait, ce sont des systèmes d'infiltration un petit peu biaisés par l'expérimentation. Pour des besoins expérimentaux, on a étanché le fond. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on va dire là, ce sont des conditions les plus défavorables pour ces systèmes-là. Donc, comme ici, le bassin de Django-Reinhardt est un bassin étanché complètement, eh bien, on n'a aucune interception des volumes. Donc, en gros, ce qui rentre finit par ressortir d'une manière ou d'une autre. Par contre, quand on regarde la noue végétalisée, on s'aperçoit que même si elle est étanchée en fond, l'interception du volume pour les petites pluies est assez importante. Donc, ça veut dire que s'il y a moins d'eau qui sort, il y a aussi moins de polluants associés qui sortent. C'est en ce sens que l'abattement des volumes est un premier levier important. Donc, c'est ce qu'on voit ici, hein, par exemple sur les métaux. Vous voyez ici les efficacités, donc les box plots, les efficacités en concentration pour les différents métaux, ici, et les efficacités en masse. Comme on n'intercepte pas de volume, en gros, les concentrations sont, les efficacités en concentration sont les mêmes que les efficacités en quantité de polluants rejetés. Par contre, vous voyez ici que les abattements en concentration et les abattements en masse pour la noue, eh bien, sont très favorables aux abattements en masse parce que justement, on délivre moins d'eau que sur le bassin centralisé étanché. Alors maintenant, sur les abattements au mètre carré actif, donc là, je vous présente uniquement les abattements au mètre carré, donc les quantités qu'on rejette. Vous voyez ici les différents dispositifs et vous voyez les box plots en termes d'efficacité. Et vous voyez que ici, le système végétalisé est plus efficace que le système de tranchée, lui-même plus efficace que la chaussée à structure réservoir, lui-même plus efficace que le bassin de retenue. Idem pour la chapée. On a exactement les mêmes tendances. Idem pour les pesticides, idem pour les alkylphénols, idem pour les PBDE. On a travaillé également avec deux autres projets. Un projet piloté par le LESU, qui s'appelle Rouler Pur, et un autre qui est à Nantes, qui s'appelle Matrioshka. Et on a couplé, puisqu'on a fait des mesures sur les mêmes bases, et on a regardé en concentration, parce que tous n'ont pas pu le faire en masse, en concentration, l'efficacité des dispositifs, de l'ensemble des dispositifs qu'on a pu suivre sur l'ensemble des trois projets. Et on voit que les systèmes qui sont basés sur la filtration, et notamment les systèmes qui sont basés sur la végétalisation, sont meilleurs que les systèmes qui sont centralisés. Donc j'en arrive aux conclusions, je sais que j'ai dépassé, mais donc ce qu'on peut dire, c'est que la gestion alternative des eaux pluviales est une approche efficace, la gestion alternative à la source est une approche efficace pour maîtriser les flux de pollution. Donc la stratégie ville perméable du Grand Lyon, et notamment l'interception des 15 premiers millimètres, enfin des 15 millimètres de pluie
pourrait être une stratégie payante pour la collectivité en termes de dépollution. Agir sur les volumes, c'est contribuer à intercepter les flux polluants. Favoriser les dispositifs basés sur la filtration au travers d'un sol substrat vivant, et notamment les dispositifs végétalisés, sont préférables pour arrêter la pollution, y compris la pollution qui est dissoute, et favoriser plutôt une gestion à la source, sachant que malgré tout, les systèmes centralisés de type bassin de retenue sont de toute façon meilleurs que si on avait une solution réseau, puisqu'on voit qu'on a des efficacités entrée-sortie sur le bassin de retenue qui sont toujours en grande majorité positives. Et puis moi j'aime bien terminer toujours par cette phrase qui dit que ne pas oublier que les polluants les plus faciles à traiter sont ceux qu'on n'émet pas et que de toute façon, plutôt que de penser à des systèmes de traitement, ça serait bien qu'on commence à agir aussi sur les sources de polluants. Voilà. Sinon, vous pouvez retrouver toute la documentation du projet sur le site Micromégas du GREI.